Madame, Monsieur, bonjour. Xavier Dupré, bienvenue sur notre plateau pour justement parler aujourd'hui de la crise économique. Et nous allons commencer par la première question sur le sujet. On dit que l'Allemagne est un bon élève de l'Union européenne par rapport à la Belgique. Pourquoi, par exemple, la Belgique ne fait pas la même chose pour devenir justement un bon élève aussi au niveau économique, au niveau européen? Alors je pense qu'il faut quand même relativiser le concept de bon élève. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui par exemple en Allemagne, 40% de la population active est au salaire minimum. Mmh. Donc la position de l'Allemagne, c'est une position quand même qui est due aussi en partie à une compression de la demande intérieure et de la compression des salaires. Mmh. Ce qui signifie que c'est un modèle qui n'est pas généralisable à toute l'Europe, puisqu'en fait là on aurait un problème évident d'écoulement des débouchés, je veux dire, écouler la production près des débouchés. Donc là, il y aura un problème de goulet d'étranglement de la production. Donc, est-ce un bon élève? Ils s'en sortent bien, c'est clair. Ils ont des PME dynamiques à l'exportation, une situation des finances publiques qui est relativement saine, quoique le secteur bancaire allemand présente de grosses faiblesses. Deutsche Bank est en situation de faillite. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un si bon élève que ça. En tout cas, ce n'est pas un modèle qui est généralisable à toute l'Europe. Ok. Crise économique, on entend sans cesse parler de cette crise économique et surtout de cette expression crise économique depuis plus ou moins 2008. De quoi s'agit-il exactement? Il y a trop de confusion. Les gens aiment bien savoir en fait ou avoir une simple explication très claire par rapport à ce sujet-là. Alors je pense qu'il faut décrire la crise économique, comment la décrire en 3 minutes depuis 2008. C'est un beau défi. Alors je commencerai d'abord par vous dire ceci, c'est que la dimension financière de cette crise a été fortement mise en avant par les médias. Il y avait de quoi d'ailleurs, puisque le secteur bancaire américain, et ici en Europe occidentale également, se sont retrouvés en quasi-faillite. Donc effectivement, ça a attiré l'attention des gens. Mais derrière cette situation de faillite, il y a une série de facteurs structurels qui sont beaucoup plus anciens et qui remontent même aux années 80 et qui se manifestent en réalité par une baisse de la part des salaires dans le PIB de la plupart des grands pays développés, une explosion des inégalités également. Ce qui a amené en fait pendant des décennies, depuis le début des années 80, à une explosion de la consommation à crédit. Et donc pendant des années, en fait, c'est le renouvellement du crédit, qui est une forme de monnaie, d'engagement sur l'avenir, qui a permis l'écoulement de la production et d'éviter des goulets d'étranglement et a donné des débouchés à la production. Alors, ce qui s'est passé à partir de l'été 2007, puisque la crise commence à l'été 2007, avec le secteur hypothécaire, le secteur immobilier américain qui entre en crise, donc les agences de crédit hypothécaires et en fin de course les banques, les grandes banques, et puis en fin de course aussi le fait que les banques ne se prêtent plus d'argent entre elles, elles n'ont plus confiance, et donc il y a vraiment une atonie économique, une grande récession qui s'est abattue sur le monde développé. En réalité, ça marque à ce moment-là l'échec d'une politique de substitution, d'augmentation des salaires, ou en tout cas de maintien d'un niveau élevé des salaires dans le PIB. Cette substitution est un échec. La substitution par le crédit est un échec. Voilà, ça c'est, je crois, là vraiment la ligne de fond de ce pourquoi nous sommes entrés en crise en 2008. Alors, après ça, il y a une autre séquence qui va s'ouvrir, qui est une séquence aujourd'hui en Europe, on va parler de l'Europe, on y vit, qui est la volonté de remettre les finances publiques plus ou moins au niveau de ce que les traités européens avaient prévu. Je vous rappelle quand même que le niveau maximal d'endettement selon le traité de Maastricht, c'est 60% du PIB. On n'est plus du tout à ça en Belgique, on est à 100% du PIB de dette publique. Et évidemment, la politique d'austérité n'a pas aidé jusqu'à présent l'Europe à connaître une situation de croissance économique. Et en lieu et place, il aurait fallu réaliser de grands investissements publics pour soutenir la demande, et ça n'a pas été fait. Et là, aujourd'hui, je crois que là, il y a véritablement un procès à faire des politiques d'austérité. Pendant très longtemps, cette critique a été le fait de milieux plus ou moins radicaux, plus ou moins de gauche. Aujourd'hui, on commence à voir même des experts du FMI qu'on ne connaissait pas spécialement sous l'angle de la radicalité à gauche, qui
crient à haut et qui disent clairement que cette politique d'austérité est problématique. Elle ne permet pas, en tout cas, les investissements restent en tout cas très faibles dans la zone euro. Je ne suis pas sûr qu'ils soient beaucoup plus élevés aux États-Unis, mais nous avons en plus un autre facteur qui nous défavorise, c'est que nous n'avons pas de consommation et d'investissement. Pour être plus clair, en fait, et surtout pour les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent, il s'agit plutôt d'une crise économique, une crise financière ou une crise de dette souveraine. Quelles sont les différences, en tout cas, entre les trois? Ah, mais elles marquent toutes les... Enfin, si vous voulez... ce sont trois facettes d'une même réalité, d'une même crise qu'on pourrait qualifier de crise de modèle d'accumulation. Avec des degrés différents ou soit... Les crises de dette publique, aujourd'hui en tout cas, on en est sorti du côté de la zone euro parce qu'on commence à faire ce qu'ont fait les États-Unis, c'est-à-dire des politiques dites de quantitative easing, où réellement la banque centrale monétise des dettes, les rachète et réinjecte de la liquidité. Les résultats ne sont pas si brillants que ça aux États-Unis. Je vous disais tout à l'heure que les investissements restent faibles. En réalité, il y a un vrai problème, c'est que vous pouvez injecter de la liquidité comme ça, si vous voulez, dans les circuits bancaires, à volonté. Mais ça n'arrive pas le Mais problème. si elle n'arrive pas dans les poches des petites entreprises et des consommateurs et que ça sert exclusivement à recréer des bulles spéculatives, vous avez reporté l'échéance d'autant, vous avez creusé un trou pour en boucher un autre, mais vous n'avez toujours pas résolu le problème, en fait, de cette crise, de ce mode, de ce que je vous décrivais tout à l'heure, qui est en fait, on a remplacé de la consommation financée par du salaire, une part importante des salaires dans le PIB, on a remplacé ça dans les années 80 par de l'endettement et du crédit aux ménages. Et ce modèle d'accumulation financiarisée, en fait, est aujourd'hui entré en crise. Donc, si vous voulez, si vous me demandiez de caractériser cette crise par un adjectif, je dirais qu'elle est structurelle. Donc, la manière dont on a fait de la croissance, financé et organisé et agencé de la croissance, ce modèle-là, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Et donc, il y aura des réaménagements à opérer, des réaménagements institutionnels à opérer pour pouvoir retrouver le chemin de la croissance. Et justement, quelles sont les stratégies ou les mécanismes qui ont été jusqu'au jour d'aujourd'hui mis en place par l'Union européenne afin de gérer ou diminuer les dégâts de la crise? Quelle évaluation avez-vous des résultats et de ces stratégies ou ces mécanismes? Alors, d'abord, je voudrais simplement dire que j'ai l'impression qu'il y a eu une grande cacophonie du côté européen quand on compare ça aux États-Unis. Je laisse le Japon de côté, qui est dans une situation de déflation, baisse du niveau général des prix, quasi de manière structurelle depuis une décennie. Depuis plus longtemps que ça, en fait. Depuis les années 90, le milieu des années 90, ça fait 20 ans. Donc là, je laisse de côté, c'est un cas vraiment particulier. En tout cas, ce que je repère par rapport aux États-Unis, qui retrouvent une croissance qui est quand même faible par rapport à leur histoire. Une croissance qui est au 2,9-3% ici, c'est relativement faible. Nous, on n'a même pas ça, je veux dire. Si on avait 2% dans la zone euro, on serait très très heureux, on ne les a pas. Je pense qu'il y a une grande cacophonie au niveau européen. Vous avez eu d'abord la mise en place d'un pacte de stabilité, tout à fait. le TSCG, qui a véritablement corseté les finances publiques, empêché les investissements publics. Donc forcément, ça a pesé sur la croissance. Vous avez également, on s'y est mis trop tard, on a laissé se développer, si vous voulez, des crises de dette souveraine dans le sud de la zone euro, qui est stabilisée aujourd'hui par l'intervention de la BCE, mais il a fallu passer par des... Enfin, je veux dire, il y a eu 2 ans pendant lesquels rien ne s'est fait. Et donc, les marchés s'affolaient, on était à des taux, à un moment donné, la Grèce ne pouvait même plus emprunter sur les marchés, puisqu'on lui demandait, je crois que c'était du 15 ou du 20% à 10 ans, ce qui est fou, je veux dire. Donc, objectivement, on a beaucoup tardé de ce côté-là, et c'est seulement depuis 1 an, 2 ans qu'on a une politique un peu volontariste de la BCE. Alors, le drame de cette politique... Donc, c'est vrai qu'on est en train d'essayer d'aménager cette crise par la politique monétaire. C'est déjà mieux que rien, mais c'est très nettement insuffisant. Il faut des investissements publics. Ces investissements publics ne sont pas là, et ça pèse sur la croissance. D'autre part, je voulais quand même signaler ceci, c'est que, faute d'encadrement du canal bancaire, si vous injectez de la liquidité, qu'elle sert à en fait, des opérations purement spéculatives, formation de bulles, ou même parfois elle se retrouve sur les comptes de la BCE, quitte même à perdre de l'argent.
si vous n'arrivez pas à un moment donné à avoir cette injection, à avoir cet outil d'injection entre les mains des pouvoirs publics, ben, votre création monétaire, elle tourne à rien. Et c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. C'est assez dramatique d'ailleurs. Ben, on va revenir en Belgique. Dans le cas de la Belgique, quelle est votre évaluation du gouvernement NVA-MR ou MR-NVA par rapport à la gestion justement de la crise économique? Pensez-vous que les socialistes et le CDH auraient pu faire mieux? Ben, en tout cas, ce que je dois remarquer, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, on parle beaucoup de gouvernement MR-NVA. Je peux éventuellement envisager que le MR ait du pouvoir dans ce gouvernement, mais je vois surtout un programme qui ressemble trait pour trait, avec des petites variations. On essaie d'empêcher quand même, malgré tout, côté francophone, que ça n'aille trop loin, mais je sens vraiment la patte de la NVA sur ce gouvernement, ça c'est très clair, y compris en matière économique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un franc succès. Je veux dire, cette espèce de chape de plomb sur les finances publiques en Belgique, alors que le moteur de l'économie belge, il n'y avait pas d'investissement, c'était la consommation. Consommation au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois celle des ménages, celle des pouvoirs publics. Ce corsetage des finances publiques amène à ce que régulièrement la croissance soit beaucoup plus faible que ce qu'on attendait. Donc les recettes fiscales sont plus faibles que ce qui était espéré, et la dette augmente. Donc finalement, on est dans une situation qui est une situation où, globalement, on essaie de se laver les mains, mais on se les coupe en voulant se les laver. Donc on a un vrai problème, quoi. On est là-dedans. Et je crains malheureusement que ce soit le drame de l'austérité, tel qu'elle s'est manifestée partout en Europe. Alors on n'est pas encore au niveau de la Grèce, loin de là, mais on est quand même dans une situation où ce gouvernement ne maîtrise pas les finances publiques parce qu'il n'a pas de doctrine d'investissement public. Il ne croit pas en l'investissement public. Et ça, c'est la patte typiquement de la NVA et du VOCA, qui est clairement aujourd'hui l'organisation qui pilote la politique économique en Belgique. Le gouvernement a déclaré avoir créé 76 000 emplois, est-ce exact? Une création brute d'emplois de 76 000 unités. Je ne les ai pas vérifiés dans le détail, mais je ne le mettrai même pas en doute. Ce que je sais, en tout cas, c'est que si c'est une création brute de 76 000 emplois, il y a donc eu une destruction nette je crois, d'une centaine de milliers d'emplois. Je devrais voir les chiffres. Si vous m'aviez posé la question par mail, j'aurais vraiment vérifié les chiffres pour vraiment cadrer, mais je vous dis qu'il y a une création brute, vraisemblablement. On crée encore des emplois en Belgique aujourd'hui, mais la tendance... On peut même faire de la com. Regardez les emplois qui se sont créés, il faut regarder aussi tous les emplois qui se sont détruits. Et à la fin du compte, on n'arrive pas du tout à un résultat positif. Tout à fait. On arrive à une balance négative. Donc globalement... Plus d'emplois perdus que... Plus d'emplois perdus que d'emplois créés. Et c'est typique de ces grandes crises, de la crise actuelle. Je veux dire, pas assez d'investissement public. On n'investit pas assez. La question sur la pension, les pensions, est-ce que le renvoi de la pension à 65 ans aura-t-il des incidences sur l'économie du pays et surtout sur l'emploi? Alors, vous parlez du report à 67 ans, d'accord? Oui, tout à fait. Oui, alors, report à 67 ans. Alors, je voulais simplement signaler ceci, c'est que on commence à voir en France aujourd'hui, où la retraite était à 60 ans, et on la reporte, de plus en plus de gens de 60 ans qui sont dans des situations... C'est vrai que l'indemnisation du chômage n'est pas la même que chez nous. L'indemnisation est limitée dans le temps. Je rappelle quand même que c'est quelque chose qui traîne dans les cartons de la NVA, à limiter l'allocation de chômage dans le temps, l'indemnisation du chômage dans le temps. Ça, c'est vraiment très présent chez eux. On trouve des situations de grande misère. Il n'y a pas beaucoup de travail pour des gens de 62, qui ont perdu leur emploi à 62, 63 ans. Donc, ça ne peut avoir qu'une seule incidence, si vous voulez. Ça va être de mettre des gens dans des situations financières difficiles, parce qu'on ne va pas trouver d'emploi après 60 ans, parce qu'il y a une précarisation de fait de l'emploi. Donc faire travailler quelqu'un au-delà de 60 ans aujourd'hui, c'est compliqué. Et on va assister finalement à une stagnation et un étranglement de la demande privée. Donc forcément, la croissance ne sera pas au rendez-vous. Donc les recettes fiscales ne seront pas au rendez-vous. Ces gens qui ne consomment pas, il n'y a pas d'impôt qui peut grever leur consommation. Donc forcément, vous avez un impact sur les finances publiques. C'est un plan qui va garantir, une fois de plus, une déstructuration des finances publiques. Ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on attend. Je vous disais tout à l'heure, on a un problème structurel depuis les années 80 qui est la baisse de la part des salaires dans le PIB. Bien.
Qu'est-ce qu'on fait quand on dit à des gens, il n'y aura plus de pré-retraite pour vous et vous allez devoir travailler jusqu'à 67 ans, des gens de 57 ans? On augmente, si vous voulez, la masse de travailleurs disponibles pour peu d'emplois. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. On augmente la masse des travailleurs disponibles sur le marché du travail. Et donc, quelque part, on fait pression à la baisse sur les salaires. Et donc, si vous voulez, on approfondit les mécanismes qui ont conduit structurellement à la crise dans laquelle on n'arrive pas à sortir aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique, en fait. On parle beaucoup de l'allocation de la pension universelle. On parle de plus en plus aujourd'hui de cette pension universelle, une rente versée pour tous. Est-ce la solution contre la pauvreté, à votre avis? Alors moi, de ce que je vois, des déclinaisons concrètes, des projets d'allocation universelle, je dois bien dire que j'ai une... Proposition de Georges-Louis Boucher au niveau de MR. Oui, je vois ce qui se propose en France aussi. En tout cas, je vois que cette allocation universelle, qui pourrait être vraiment universelle, doit profiter à la fois à monsieur X qui n'a plus de travail depuis 5 ans et également à Albert Frère. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas universel, ça. C'est une allocation uniforme. L'universalité, c'est autre chose. C'est donner à monsieur X qui n'a pas de travail une certaine forme d'égalisation des chances dans la vie par rapport à Albert Frère. Ça, c'est l'universalisme. Donc cette allocation n'est pas universelle, elle est uniforme. Deuxièmement, des montants que je vois sur la table, en France, il y a un vrai débat à l'heure actuelle avec cette primaire des Républicains, on voit des propositions qui sortent un peu partout comme ça, bon, même si on sait bien que c'est Sarkozy qui va gagner à la fin. Et peu importe. Mais ce que je vois, c'est que le niveau d'indemnisation de cette allocation uniforme et pas universelle, il est à 600 € par mois. Cette allocation est à 600 € par mois. Vous êtes en dessous du seuil de pauvreté. Donc en réalité, l'allocation universelle précarise et fragilise le salariat. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, c'est un grand plan en faveur du salariat. Il n'est pas là. Donc l'allocation universelle ne répond pas à la crise en cours, aux déterminations structurelles de la crise en cours. Par contre, elle les aggrave. Okay. On va parler du CETA. On a beaucoup parlé du CETA ces derniers jours, donc le blocage de la Wallonie. Le CETA qui prévoit la création de tribunaux extranationaux pour attaquer les Européens à la requête des entreprises multinationales. Est-ce bénéfique pour le peuple d'Europe ou qu'est-ce que vous en pensez en tout cas de cet accord CETA? Si vous voulez, je vais peut-être vous paraître très radical dans la critique, mais on nous a beaucoup parlé au cours des 20-25 dernières années de la mondialisation. Je pense de plus en plus que la mondialisation est en fait une américanisation du monde. Et ce qui se trame avec le CETA, c'est quelque chose de terrible, qui est quasiment colonial en réalité. Si vous voulez, ces instances de règlement des différends, où un État peut être convoqué par une personne morale. Une entreprise, c'est une personne morale. C'est dire à l'État, vous êtes un particulier comme les autres, et vous gênez les intérêts d'un particulier, une personne morale. Vous devez vous arranger. Eh bien ça, c'est typique de la conception anglo-saxonne des relations entre l'entreprise et les pouvoirs publics. Et c'est ce qui a fait que Magnette a bloqué justement... Oui, ça, je reviendrai après. Je connais moins cette partie-là du dossier. La partie politique, je ne la connais pas. Si vous voulez vraiment en discuter avec quelqu'un, c'est Nicolas Van Nuffel du CNCD. Je vous donnerai ses coordonnées. Mais en tout état de cause, nous, ici, en Belgique, en France, ce qu'on appelle le Code Napoléon, nous sommes des pays de tradition juridique romano-germanique. Dans nos pays, les pouvoirs publics ne sont pas un particulier comme les autres. Il y a une puissance publique. Et elle garantit un intérêt général. Alors effectivement, oui, et là c'est clair, c'est ça qui est questionnable. Pourquoi est-ce qu'une généralisation, l'extension des échanges commerciaux doit s'accompagner d'une forme d'acculturation de peuples entiers qui vont perdre leurs références juridiques et politiques à travers un traité? Ça, c'est problématique. Alors, ce qui est en jeu aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru lire, parce que je ne suis pas du tout un juriste spécialisé dans les questions de droit international, c'est que la Belgique pourrait éventuellement
poser la question de la validité de ces instances auprès de la Cour européenne de justice. Il semblerait qu'il y ait le CETA et des soucis en Allemagne. Il y aurait la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pourrait éventuellement invalider le traité. Je n'en sais pas beaucoup plus, je ne suis pas juriste. Mais en tout cas, je sais que ces mécanismes sont des mécanismes d'acculturation juridique de nos sociétés. Et ça, je crois vraiment que c'est profondément problématique. Je voulais simplement dire aussi qu'il y a des enjeux réels derrière ça. Je veux dire, ces mécanismes, on s'en inquiète en Europe quand ça nous arrive. Comme on s'inquiète de la dette, quand ça nous arrive, ça ne va pas. Bon. Mais ça fait des décennies que ça existe dans les pays du tiers-monde. Quand l'Argentine décide de nationaliser son secteur de l'eau, ou la Bolivie, surtout l'Argentine, parce que la Bolivie c'est encore autre chose, c'est un autre cas. Restons sur l'Argentine, mais ils sont partie prenante du groupe Banque mondiale, dans lequel il y a une instance, le CIRDI, qui fonctionne avec un traitement de règlement différent relativement similaire au CETA. Et ce qu'on dit aux Argentins, c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique, avec des dédommagements, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir rembourser l'entreprise des bénéfices qu'elle aurait pu faire pendant un certain nombre d'années. Et la facture grimpe, évidemment. Donc on ligote les États et on les empêche, à travers des processus démocratiques aussi, de dire ce qui est de l'ordre de l'intérêt public et d'agir en faveur de l'intérêt public, donc de sa population. À travers ces mécanismes-là, si vous voulez, on remplace le bulletin de vote de l'électeur par le bulletin de vote de l'actionnaire. Et tout le monde dans la population n'a pas les moyens d'être actionnaire. C'est profondément inégalitaire. On parle beaucoup de migration, de la migration d'une manière générale, la migration massive. Est-ce que l'arrivée justement de cette migration massive et des réfugiés pèse sur le budget de notre État? De ce que je vois, alors si vous voulez, là c'est presque un aveu de ma part, la thèse marxiste qui voudrait que si on augmente l'armée de réserve industrielle, le nombre de travailleurs, le nombre de bras disponibles sur le marché du travail, si on l'augmente dans des périodes de faible croissance économique, ça va faire pression à la baisse sur les salaires et ça va déprimer la demande. Eh bien, je dois reconnaître qu'en fait, ce n'est pas le cas. Le paradigme, donc, le modèle de l'armée de réserve industrielle, ça ne fonctionne pas, puisqu'en fait, aujourd'hui, en Suède, pays qui n'est pas non plus sans appliquer une politique d'austérité. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas dans l'Union européenne aujourd'hui sans appliquer un peu d'austérité chez vous. Ça, c'est très net. La Suède, en fait, son moteur économique, c'est l'arrivée de migrants. Donc, population plutôt jeune, qui a des besoins de logement, donc il faut construire du logement, qui a besoin d'éduquer ses enfants, donc il faut des profs, il faut des écoles. Et puis une population jeune, elle a besoin de consommer, elle a des projets sur le futur, donc elle contribue à créer de la croissance. Donc je pense aujourd'hui qu'en fait, en réalité, la problématique croissance en Europe, les migrants sont une bonne solution pour ça. Maintenant, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une dimension utilitaire dans le phénomène de la migration. Je veux dire, il ne faut pas réduire non plus les gens à des consommateurs, à être des consommateurs et des producteurs seulement. Aujourd'hui, en réalité, on ne parle pas tellement de migration économique à destination de l'Europe, on parle aussi de réfugiés qui fuient des zones en guerre. Je connais très mal le conflit syrien. Je veux dire que j'ai essayé de lire des choses sur le Proche et Moyen-Orient, c'est d'une complexité affolante. J'ai pas le temps de me consacrer à cette complexité-là. Je dis juste que ces gens fuient des situations qui ont l'air absolument catastrophiques et apocalyptiques. Donc, mais en tout état de cause, le fait que ces gens s'installent chez nous, ça crée de la croissance. C'est bon pour l'économie. Ça doit être dit. Okay. Cette année ne s'annonce pas très positive, en tout cas en Belgique. Apparemment pour la Belgique, puisqu'on parle de plusieurs procédures de restructuration et de licenciement au sein de grandes boîtes telles que AXA, ING, Caterpillar, Douwigberg, Brussels Airlines, etc. Est-ce que ce sont des signes d'une vulnérabilité de l'économie belge? Quelles sont les mesures à prendre et si c'est le cas, justement? Alors je plaide toujours parce que c'est vrai que chaque entreprise a son contexte, sa politique d'investissement, mais en même temps je crois profondément des déterminations macroéconomiques de ces cas isolés, pas si isolés que ça d'ailleurs, parce que
quand on les additionne, ça fait quand même pas mal de destruction d'emplois dans le pays. Oui. Alors, on est loin. Il y en a d'autres. Hein, donc. Oui, c'est clair, on n'est pas dans le job, là. On est plutôt dans le flop, ça c'est évident. Mais si vous voulez, je dirais ceci. Si vous avez une politique véritablement de coupe claire dans les finances publiques, de restriction de la demande, des ménages et des pouvoirs publics, et vous avez à la fin des carnets de commandes qui se rétrécissent comme une peau de chagrin. Donc forcément, vous allez avoir ce type de phénomène. Il n'y a plus de demande, donc quelque part, il y a un effet de restructuration des entreprises. Il faut couper dans la mauvaise graisse parce que tout simplement, on demande moins, donc il faut produire moins. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors le cas d'ING est assez particulier parce qu'on a beaucoup mis en avant, et c'est vrai, le fait qu'aujourd'hui, moi je gère mes comptes, c'est pas chez ING, je les gère à partir de mon téléphone. J'adore ça, je veux dire, je ne dois plus me déplacer. Oui, c'est une facilité. C'est une facilité fabuleuse. Oui. Je ne me rendrai éventuellement chez mon banquier que pour un prêt important, des choses comme ça, mais je veux dire, c'est fini. Et alors, c'est même plus ces systèmes avec des cartes, l'ordinateur, c'est fabuleux. Alors, la suppression d'emplois n'a rien non plus de fatal. Elle n'est pas liée au fait que j'utilise un téléphone, moi, et des milliers d'autres Belges. Et c'est un service qui se répand beaucoup en Belgique. Nous avons un taux d'utilisation du net banking qui est supérieur à la moyenne européenne. Il y a la question aujourd'hui, face à des grandes innovations, et qui vont véritablement remodeler complètement le marché du travail, de repartager le travail. ING ne va pas mal. ING est loin d'être en faillite. ING mais dégage... Pourquoi ING... Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand je fais ça, ces opérations sur mon téléphone, mon petit écran, tranquille... On simplifie en fait quelque part. Ah non, on vient de supprimer... Je supprime quelques emplois en faisant ça. Ben oui, je suis en train de faire le boulot d'un paquet d'opérateurs. Tout à fait, d'autres personnes qui devraient le faire. Oui, non, c'est clair. Donc ça veut dire aujourd'hui que ces opérateurs, pour qu'ils puissent continuer à opérer, à travailler au sein d'ING, ils devraient avoir une semaine qui est moins importante. Donc c'est une vieille, si vous voulez, c'est une vieille exigence du mouvement ouvrier. Dans les périodes où il y a de fortes innovations technologiques, avec un effet, ce qu'on appelle en économie, un effet de substitution du capital au travail. Marx parlait plus poétiquement d'ailleurs, de remplacement du travail mort, du travail vivant par le travail mort. Mais dès que vous avez en tout cas de la technologie qui remplace du travail humain, il faut réduire le temps de travail. De toute manière, si vous regardiez, je vous renvoie à Ingus Madison. C'est un auteur, s'il passe à Bruxelles, j'essaierai de vous le faire rencontrer. Il faudra faire l'émission en anglais. Mais en fait, le partage du temps de travail a déjà eu lieu par rapport aux années 50. Nous travaillons beaucoup moins qu'il y a 60 ans. Simplement, cette réduction du temps global, du temps social travaillé, a été répartie de manière inégalitaire. Il y a des gens qui continuent à travailler les 38 heures, comme dans les années 70, mais parfois plus, un peu plus. Et puis il y a des gens qui n'ont rien. Il est là le drame. Mais le temps de travail a déjà été partagé, mais sur une base inégalitaire. Aujourd'hui, la question qui va se poser avec de grandes innovations technologiques qui arrivent aux alentours de 2020, 2030, ça va être le partage égalitaire du temps de travail. Je rappelle quand même que Keynes, on est 45, 46, quand on lui parle des... À l'époque, déjà, on réfléchit à l'avenir de l'économie mondiale et on se dit, non, c'est clair, le système capitaliste s'est stabilisé. Et il va se stabiliser jusque, on parle des 30 glorieuses, le milieu des années 70. Et Keynes voyait à horizon, il n'a pas vécu jusque-là, il était déjà quand même un peu âgé, sa santé était précaire, il voyait, il me disait, à la fin du XXe siècle, en 1946-47, la fin du XXe siècle, les gens travailleront peut-être 20 heures par semaine. On en est très loin aujourd'hui. Tout à fait. Donc je crois que là ces drames sociaux, ils mettent en avant la nécessité de travailler moins, et c'est la vieille exigence de, en fait, diminution du temps de travail, maintien des salaires et embauche compensatoire. Je voulais simplement dire ceci, c'est que le gouvernement actuel ne va pas du tout dans ce sens-là. Justement, j'allais vous poser une question par rapport à ça. Pensez-vous que la complexité du système politique belge, souvent critiquée, rend la crise encore plus grave? Dans ce cas,
dans ce cas-ci, avez-vous des propositions à communiquer justement aux politiques qui seront disons des propositions concrètes pour justement essayer de, soit pas de solutionner, mais en tout cas de mettre le doigt là où il faut? Je ne suis pas du tout un spécialiste des systèmes politiques. J'ai même pas de carte de parti politique. Je pense des choses sur les idéologies politiques, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse nos auditeurs. En tout cas... Ça peut intéresser les politiques qui en tout cas, aussi. Hein. Je vais bien l'espérer. Enfin, en tout cas, je vais rester dans mon domaine de compétences. Aujourd'hui, en Europe, si vous voulez, si vous prenez ce qu'on appelait la trilatérale autrefois, vous avez l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis plus la banlieue canadienne. Il faudrait y ajouter aujourd'hui d'ailleurs la banlieue mexicaine avec l'ALENA. Vous avez le Japon, l'Europe occidentale. L'Europe est toutes ces régions du monde, cet ensemble-là. L'Europe va mal aujourd'hui parce qu'il y a cette politique d'austérité qui a corseté les finances publiques. Tant que ce cadre devra sauter, il n'est pas fonctionnel à l'accumulation économique. Il sautera d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, je ne suis pas devin. Mais ce que je sais, c'est qu'il devra sauter. Et il est problématique et il empêche véritablement l'accumulation dans nos sociétés, donc la création de valeur. Ça, c'est véritablement là qu'il y a un dossier urgent à pointer. Mais maintenant, en tant qu'économiste, en tant que spécialiste de l'économie, c'est le tour maintenant du citoyen. Donc, il sera en tout cas des conseils à donner aux citoyens afin de pouvoir gérer, s'adapter justement à cette crise économique qui n'est pas facile à comprendre de un et à gérer aussi de deux. Alors, des conseils aux citoyens. Mon Dieu. Oui. Vous voulez parler de conseils en matière de gestion de patrimoine financier? Oui, tout à fait. Comment se synchroniser justement avec cette crise et quels seront en tout cas les outils nécessaires pour pouvoir s'adapter? Parce que, vous savez, tout le monde ne comprend pas les mécanismes de l'économie, tout le monde ne comprend pas qu'est-ce qu'une crise économique, etc. Donc, comme vous. Okay. Donc, le simple citoyen qui veut s'adapter... Ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un aujourd'hui qui aurait... Bah, finalement, si vous voulez, c'est quand même pour les jeunes que cette situation est la plus compliquée. C'est critique pour trouver du travail, etc. C'est qu'une fois qu'un travail est trouvé, il faut absolument éviter le recours à la surconsommation. Il faut éviter la consommation parce que la précarité du travail aujourd'hui fait que si vous avez beaucoup de crédit, vous pouvez vous retrouver très très vite et très très jeune dans des situations de surendettement. De viser à l'endettement pour l'acquisition d'un logement dès qu'on a un emploi. Investir dans un logement. Investir dans un logement, faire très attention en fait au crédit à la consommation, vu la difficulté aujourd'hui qu'il y a à penser une carrière sur le long terme. Je pense que ce sont des conseils défensifs. Je donnerais aussi comme conseil à quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, de temps en temps d'éviter peut-être une sortie ou quelque chose comme ça, je sais que c'est pas agréable, pour mettre même 10 € de côté. Même si l'épargne ne rapporte rien, il faut avoir un matelas de précaution face à des temps qui s'annoncent compliqués et un peu chahutés. Ce sont des conseils de bon sens qu'aurait pu donner ma grand-mère paysanne d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Xavier Dupré, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et à la prochaine fois. Très bien, j'espère qu'il y en aura une prochaine. Merci, à bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour de nous avoir suivis et à la prochaine.